Nous avons tous suivi cet élément de la rédaction. Marcelin Niawa, comment analysez-vous la portée politique de ce meeting du président Laurent Gbagbo à Yopougon, dans son fief? Bon, il faut déjà noter que le samedi dernier à Yopougon, c'était la conclusion de la tournée Kokoko qui avait été initiée depuis Adjamé. Laurent Gbagbo, après l'étape de Makori, Cocody, Port-Boué, il s'est retrouvé dans son fief à Yopougon. Ce jour-là, la place Figayo, nous l'avons tous constaté, la place Figayo a refusé du monde. Il faut vraiment reconnaître la capacité de mobilisation des pro-Gbagbo et dire même que ceux qui pensaient que Gbagbo ne mobilisait pas, là, ils ont encore perdu leur mise. À moins de 10 jours après la grande marche que nous avons vue, Yopougon, la place Figayo, a refusé du monde. Mais ce meeting, il faut aussi saluer, féliciter les forces de l'ordre qui ont correctement fait leur travail. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de blessés. En tout cas, tout s'est bien passé. Mais le discours, nous avons entendu un discours autour duquel nous pouvons dégager 3 axes. Il y a eu d'abord les preuves de la hauteur d'esprit du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a un grand sens des responsabilités parce que par rapport aux propos que tout le monde a entendus, cette affaire de Petit Mossi, Laurent Gbagbo lui-même, il a appelé ses militants à ne plus répéter ce genre d'actions. Très vite, les militants ont tous dit qu'ils ont compris. Ça veut dire que Laurent Gbagbo est en phase avec son peuple. Il est écouté. Vraiment, ça montre vraiment que Laurent Gbagbo est un leader. Parce que le leader, c'est celui qui sait se faire écouter, se faire comprendre. Ces militants l'ont compris. Laurent Gbagbo, on constate qu'il fait de ses meetings des universités publiques, parce que c'est toujours des enseignements. Les enseignements qu'il donne à ses meetings. Parce que là, on a compris, il donne des enseignements à ses militants. C'est une éducation, il les éduque. Il leur dit ce qu'il ne faut pas dire et ce qu'il faut dire. La preuve, il dit, vous pouvez critiquer les adversaires, mais ne citez pas leurs origines. Ça, c'est du Laurent Gbagbo. C'est un pédagogue. Et cette pédagogie-là, elle est très importante pour tout homme politique. Il doit éduquer son peuple, il doit éduquer ses militants. Et comme j'aime bien le dire, il faut que quand nos responsables prennent la parole, il faut qu'ils fassent attention. Parce que mine de rien, ils se font copier par la base. Donc Laurent Gbagbo a tout de suite dit à ses militants dans quelle direction il faut aller. Il faut critiquer, mais il ne faut pas insulter. Donc Laurent Gbagbo montre bien qu'il n'est pas du côté des injures, mais il est toujours du côté de la critique. Bien. Et il y a le caractère souverainiste aussi de son discours. On va aller rapidement, allez-y. Oui, très rapidement. Laurent Gbagbo, quand il dit qu'on ne prend pas des décisions, que certains, ils ont dit qu'ils allaient être candidats, ils allaient réfléchir. Quand on l'a demandé à M. Alassane Ouattara d'être candidat, et c'est à la sortie de l'Élysée, il vient en Côte d'Ivoire et il dit « je suis candidat ». Ça veut dire qu'il réfléchit à l'Élysée. Ça veut dire que Laurent Gbagbo maintient toujours son côté souverainiste. Ce n'est pas à l'étranger qu'on décide. On prend des décisions. C'est en Côte d'Ivoire ici. M. Ouattara aurait dû prendre des décisions devant son peuple. Surtout qu'ils ont mis du temps, ils ont fait des tournées, près de 2 mois de pré-congrès pour désigner Ouattara. Pourquoi tout ce temps-là, il n'a pas pris le temps de réfléchir? Donc là, bien, on voit bien que Laurent Gbagbo a montré aux Ivoiriens qu'il a toujours gardé sa cote de souverainiste. Merci. Alors, Daï Nestor, en dénonçant l'influence de l'Élysée, est-ce que le président Laurent Gbagbo remet ici en avant le thème de la souveraineté, comme dit Marcelin Niawa? Et puis, est-ce que ce registre souverainiste a-t-il encore un pouvoir mobilisateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, merci Sidi. Je crois qu'effectivement, le vocable souverainiste, plus que jamais, est d'actualité dans notre sous-région. L'exemple est palpable. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez au Mali, quand vous voyez au Burkina, quand vous voyez dans certains pays aujourd'hui africains qui cherchent à prendre leur destin en main, je crois que ce vocable est d'actualité.
Donc le président Laurent Gbagbo, en dénonçant le fait que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, dit aller réfléchir et il s'envole pour l'Élysée, et c'est au sorti de l'Élysée qui prend la décision donc, du 4e mandat, je crois que cela amène à infantiliser comment dire, les Africains que nous sommes. C'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait donc dénoncer. Pour dire que nous sommes un État souverain, nous sommes des acteurs politiques qui sommes assez responsables, qui avons donc des militants et des peuples qui nous suivent, qui avons des tests, qui avons une constitution, qui avons des tests fondamentaux chez nous. Et donc, à partir de ces tests-là, on peut réfléchir, mais on peut réfléchir autour de nos tests. Ce n'est pas qu'aller à l'Élysée, sortir de l'Élysée avec des instructions et qu'on vienne dire que voilà ce qui s'est passé. Donc, mais quels sont les éléments aujourd'hui qui montrent que ces voyages en France a permis au président Ouattara de prendre cette décision? Tout porte à croire à cela, puisqu'il était donc à Ebempe, comme l'a dit le frère Nyawa, le pré-congrès a duré plus de 2 mois. Ensuite, il a réuni toute la classe, comment dire, tous les dirigeants de son parti à Ebempe, et de là, il a dit qu'il va réfléchir. On aurait souhaité qu'il consulte même ici à Abidjan des chefs traditionnels, qu'il consulte des chefs religieux, qu'il consulte même les couches de la population. Mais il prend son envol, il va en Europe et au retour de l'Europe il ne cherche même pas à consulter qui que ce soit, mais il annonce qu'il est candidat pour la 4e fois. Et cette annonce est anticonstitutionnelle. Donc tout porte à croire que comme il a donc le soutien de l'Élysée, il veut donc dire qu'il est candidat pour la 4e fois. Bien. Et dans l'ensemble, quelle lecture faites-vous du discours du président Laurent Gbagbo? Non, je crois que c'est un discours qui est... Parce que certains militants attendaient un mot d'ordre. C'est un discours qui vient à point nommé, c'est un discours qui est naturellement d'actualité, et c'est le discours qu'un homme digne, un homme responsable, un homme politique devait tenir, qu'il a tenu. Je tenais donc à féliciter d'abord les militants pour leur mobilisation, parce que c'était l'apothéose. Moi-même qui suis donc membre, vous avez dit tout à l'heure que j'ai chargé de la mobilisation des militants, donc en cette qualité-là, je voulais saluer tous les militants du PPACI, mais saluer aussi tous nos alliés qui sont venus à ce meeting, qui sont venus. Au fur et à mesure, nous avons commencé le Kokoko par Adjamé, nous étions seuls, et au finish, à l'apothéose, vous voyez qu'il y a eu l'adhésion populaire. Moi, je l'ai dit ici sur ce plateau, que la mobilisation n'est pas un défi pour le PPACI. Donc, je ne parle même pas de la mobilisation. La marche, vous avez vu, c'est vous qui en parlez. Aujourd'hui, nous disons que l'opposition regroupe la majorité. Et c'est une minorité qui nous domine, qui est au pouvoir. Et à travers les 2 événements qui viennent de se passer, la marche et le meeting du président Laurent Gbagbo, nous avons démontré à la fois de l'opinion nationale, mais que de l'opinion internationale, que la grande majorité est dans l'opposition et donc que la grande majorité est opprimée et que la grande majorité, donc, on empêche vraiment les leaders de cette grande majorité d'être candidats à l'élection qui arrive. Bien. Alors, Emmanuel Oka, que révèle le choix des mots du président Laurent Gbagbo, selon votre lecture, notamment sa répétition insistante de « il n'y aura pas de 4e mandat ». Je pense que je n'ai pas fait de la redondance. L'aîné a suffisamment parlé du non ferme du président Laurent Gbagbo à la tentative d'un 4e passage en force du président Ouattara. Mais moi, je vais le dire, je retiens fondamentalement 2 choses du discours du président Laurent Gbagbo. C'est d'abord une précision qu'il a voulu faire pour dire à ses militants qu'il ne faut pas se perdre dans le dilatoire et dans des débats puérils. En leur ramenant à la raison, il faut éviter d'être dans les propos qui ont le sens de la xénophobie, du tribalisme ou du repli ethnique. Et cette précision-là, elle était importante pour que chaque militant du PPACI et de l'opposition soit outillé pour éviter des délits de tout genre qui leur sont jetés à tout va pour les enfermer. Et la deuxième chose, comme vous l'avez dit, c'est le refus ferme du 4e mandat. Et je pense que c'est de droit. La constitution ivoirienne, elle est très claire. Ce sont les rédacteurs qui nous l'ont dit. C'est que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat à un 3e mandat. Si par un certain nombre de superfuges, il a pu s'obtenir un 3e mandat, je pense que pour le 4e, le bon sens devrait habiter chacun d'entre nous et d'éviter d'aller vers ce qui divise les Ivoiriens. On aime à le dire, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est ce qui est diabolique. Bien. Donc pour moi, c'était le message fort du président Laurent Gbagbo pour attirer l'attention de toute opinion, aussi bien au plan national qu'international, pour leur faire savoir que l'opposition ivoirienne se donnerait tous les moyens légaux pour éviter un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Bien. Eric Bayala, votre lecture du discours du président Laurent Gbagbo, et puis c'était le meeting, c'était l'apothéose de son opération dénommée Kokoko. Le président Ouattara et Laurent Gbagbo qui s'oppose à un 4e mandat, dit-il, du président Alassane Ouattara. Il exclut également des propos xénophobes tenus par certains de ses partisans. Et également, on a vu la participation de certains partis de l'opposition, dont le PDC, RDA, le FPI, pour ne citer que ces partis.
Bon, oui. D'abord, ce que je veux dire, le discours du président Laurent Gbagbo, nous l'analysons sur 3 angles. Le premier, je pense que M. Nyawa l'a si bien signifié, c'était l'intervention du rappel à l'ordre du président en ce qui concerne les propos qu'il ne fallait pas tenir. Ensuite, il y a eu le 3e mandat qu'il a jugé illégal, et puis il y a eu le 4e mandat. Mais moi, je pense que, en ce qui concerne le pan de son adresse à l'endroit de ses militants, leur demandant de ne pas tenir certain nombre de propos, de ne pas dire qu'on va installer Gbagbo et que le petit Mossi irait chez lui et que ce ne serait pas cela. Et on a tout de suite vu que la foule a dit qu'on a compris. Mais justement, je suis à m'interroger pourquoi ce réveil tardif de M. le Président Laurent Gbagbo. Parce que quand vous réunissez vos mêmes militants et vous savez que ces militants vous obéissent et que vous leur dites que bien, préparez-vous à la bagarre, ils veulent des histoires, nous allons faire la bagarre. Et ça a été prononcé dans son discours à plus de 14 fois à Port-Boué. Il a parlé de bagarre, de palabres, tout. Mais là, nous sommes à Yopougon maintenant. Oui, je veux dire quoi? Je veux dire que lorsque vous envoyez vos militants à adopter une posture, ne vous étonnez pas de leur comportement. Quand vous avez demandé à vos militants de se préparer à aller à la bagarre, mais les bagarres ne sont pas forcément, si vous voulez, le pugilat qui met en compétition les muscles. On peut avoir des bagarres dans les joutes verbales. Et donc, les militants se sont accaparés ce mot d'ordre où il leur a demandé de se préparer à la bagarre. Donc, quand vous finissez de leur dire ça hier, et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce que vous avez demandé à vos militants risque de mettre le feu aux poudres, et vous revenez pour jouer, si vous voulez, le pompier après avoir mis le feu, c'est-à-dire une sorte de pyromane, mais écoutez, pour nous autres, on pense que c'est une formule qui n'honore pas le président Laurent Gbagbo pour avoir été l'un des présidents, sinon pour avoir été le président de la République à un moment donné de sa vie. Ça, c'est d'abord le premier point. Le second point, en ce qui concerne le 3e mandat. Mais depuis toujours, l'opposition est en train de demander un dialogue avec le pouvoir. Mais vous demandez un dialogue avec un pouvoir qui est en train de faire un mandat illégal. Donc vous voulez parler avec des illégaux. On se demande bien, ça dit que quelle est la consistance de la demande du dialogue politique avec le pouvoir dont vous dites qu'il est en train de faire un 3e mandat illégal. Mais quand on sait que l'élection présidentielle est la mère des élections et ouvre donc, si vous voulez, le bal sur l'ensemble des élections, après les élections de 2020, mais il y a eu l'élection législative, l'élection municipale, l'élection, qu'on appelle ça, régionale, auquel le PPACI a participé. Ils ont même un groupe parlementaire. Et donc, vous avez participé à légitimer un mandat illégal qui était le 3e. Et donc, vous profitez, à un moment donné, des bénéfices de ce mandat-là. Donc, à un moment donné, il faut être conséquent. Il faut arrêter de donner dans l'information qui n'est pas vraie et avoir une posture républicaine. Bien. Alors... Maintenant, ce qui concerne le 4e mandat lui-même, dont on parle, mais on le dit tous les jours. Hier, le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, a nommé le président du Conseil constitutionnel, qui était M. Yao Paul Ndré. Et donc, selon les dispositions constitutionnelles, c'est le juge des élections, c'est le Conseil constitutionnel. Et donc, quand le Conseil constitutionnel vient s'asseoir pour nous dire que M. Alassane Ouattara est en train de compétir, sinon est en train de faire son mandat en conformité avec la Constitution, le débat, il est clos. Parce que tout ce que nous faisons à côté est superfétatoire. Voilà, j'allais dire même oisseux, pour ne pas dire surérogatoire. On va quelque chose de très clair, il s'agit clairement et votre lecture de la hauteur d'esprit du président Laurent Gbagbo, qui appelle à l'apaisement, qui également appelle à exclure tout propos xénophobe. C'est ce que je dis. Je dis que ce discours que le président Laurent Gbagbo a tenu en disant à ses militants de ne plus tenir certain nombre de propos, c'est parce qu'il se voit rattrapé parce qu'il a dit. Quand vous avez appelé vos militants à se préparer à la bagarre... Est-ce que c'est un discours à saluer? Non, je veux dire, justement, le discours en lui-même, quoi qu'on dise, effectivement, venant d'un homme comme le président Laurent Gbagbo, tout le mérite lui revient. Mais pour dire que ce serait été plus intéressant qu'il le fasse un peu plus tôt. Parce que n'eût été la rigueur et la puissance des institutions à incarner une démocratie vraie,
Quand vous envoyez vos militants à leur demander de se préparer à la bagarre, et que ces militants prennent pour compte, sinon à leur compte, des propos que vous avez tenus, imaginez-vous ce que cela aura pu, qu'on appelle, créer. Mais aujourd'hui, les organisateurs reconnaissent le professionnalisme de l'armée, de la police qui a encadré, mais c'est parce qu'ils ont dû prendre de la sanction vis-à-vis de ce modèle qui a été lancé. Alors, Daïd Nestor, on assiste à un changement de ton, de discours au sein du PPACI, notamment celui du président Laurent Gbagbo. Comment vous expliquez ce changement? Ok, merci. Bien avant, je voulais donc revenir sur le terme bagarre qui a été utilisé par M. Eric Bayala. Non, pas M. le président Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui ai utilisé le terme bagarre. Si, sur ce plateau. J'ai repris les propos du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc il faut contextualiser ma prise de parole. La bagarre dont on parle, c'est la bagarre démocratique. C'est la bagarre démocratique. Nous ne voyons pas dans le terme bagarre forcément mais des cela armes. n'a pas été spécifié, hein, non, les Ivoiriens. On ne pensait pas aux armes, mais quand on entend bagarre, c'est pas la rébellion, c'est pas la guerre. On ne voit pas la prise en otage des rues. Pourquoi pas? Le PPACI, le président Laurent Gbagbo nous a éduqué. Quand on prend le mot bagarre, le président Laurent Gbagbo nous a éduqués. Quand on dit de faire la bagarre, quand on dit chez nous, c'est la démocratie, c'est la compétition. De faire la bagarre. Justement, qu'il a interpellé. Il a vu la vidéo. Certains de ses militants, officiellement, il a interpellé. Parce que nous, dans le thème bagarre, on ne voit pas forcément des machettes, des gourdins, tout cela. Et puis, le professionnel des forces de l'ordre dont il parle, effectivement, ils ont été professionnels parce qu'ils avaient affaire à des militants disciplinés. On a vu dans ce pays des marches avec des lance-roquettes, avec des gourdins, des machettes. On a vu dans ce pays des marches avec des forces de l'ordre blessés. Mais Dieu merci, vous voyez que les forces de l'ordre ont été républicaines, tranquilles, c'est parce qu'il y avait des militants disciplinés, mais des militants au bout du CNT, on a vu des militants qui étaient surexcités et les forces de l'ordre sont restées républicaines. Quand bien même que ces militants étaient sortis avec des cailloux, des maquettes. Merci Eric Bayala. Mais on n'a pas eu à allez-y, Daïd Nestor. Ils ont encore fait référence. Merci, allez-y. C'est pour ça que je salue la discipline de nos militants. Je salue cette discipline, c'est des militants disciplinés. De sorte que quand le chef dit que ça, ne dites plus, ils ont dit, chef, on a compris. Ça, des militants disciplinés, des militants responsables, qui ne sont sur l'effet d'aucune substance et qui parlent en toute responsabilité. Je voudrais saluer donc ce professionnalisme et cette manière de militer de l'opposition. Maintenant, deuxièmement, quand il dit que le président, nous, on recuse le troisième mandat de M. Alassane Ouattara et puis on demande un dialogue. Oui, le troisième mandat, c'est un coup d'État. Même si quelqu'un prend les armes pour venir au pouvoir, mais c'est un chef d'État. Il prend le pouvoir, c'est une manière de venir au pouvoir. Donc Ouattara est au pouvoir de fait. On n'a pas dit que comme il a fait un coup d'État, il n'est pas au pouvoir. Non, il a fait un coup d'État constitutionnel avec le troisième mandat. Mais le pouvoir, c'est de fait. C'est lui qui dirige le pays aujourd'hui. C'est pour cela qu'on appelle au dialogue. En 2000, Guy Robert a fait un coup d'État, mais il a appelé les partis de l'opposition à construire l'État. C'est ça que nous parlons. On n'a pas dit que, comme il a fait un coup d'État, il n'est pas chef d'État. Non, il est le chef de l'État. Et à ce titre-là, quand on demande un dialogue avec lui, pour ne pas qu'il y ait un autre coup d'État. Oui, c'est que vous n'avez absolument rien. Voilà ce qu'on est en train de dire. Vous n'avez rien compris de mon intervention. Non, si, j'ai compris. Vous dites que non, c'est un pouvoir, on ne le reconnaît pas. Mais justement, il est président de fait. Oui, mais pour participer. Non, mais ce n'est pas un débat de lui et moi. Oh, oui, non, mais ça enrichit le débat, parce que je vais vous mettre de l'eau à votre moulin. Donc, vous puissiez apprécier de l'autre. Vous aurez la parole. On peut parvenir au pouvoir par des élections, de manière démocratique, selon le droit. Et puis on peut parvenir au pouvoir par des coups de force. En Côte d'Ivoire, c'est selon le droit. Et quand tu es au pouvoir par des coups de force, tu es au pouvoir. Actuellement, où on parle, M. Alassane Ouattara est le président de la République et le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, mais il est au pouvoir. Mais la manière dont il est venu, c'est ce que nous décrions. Et c'est ce que nous ne voulons plus accepter encore. C'est pour cela qu'on dit qu'on s'oppose au quatrième mandat. Parce que c'est anticonstitutionnel. Bien. S'il parvient à le faire, il peut peut-être, on ne sait jamais, mais c'est cela quoi un coup d'État. Or, pour un démocrate, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez-y rapidement, 30 secondes, vous avez terminé. Oui, vous m'avez posé une question sur... Je ne sais pas, vous avez parlé sur... Le ton du discours du président Laurent Gbagbo. Vous savez que le président Laurent Gbagbo est un homme de bon ton. Est-ce que ce n'est pas dû au rapport de force? Non, c'est dû parce qu'on a la force qu'on parle doucement. Vous avez vu le peuple. Non, on va dire que le PPACI haussait le ton autrefois. Aujourd'hui, ce n'est pas le même ton qui est employé. Est assuré de la mobilisation générale du peuple ivoirien autour du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sont fatigués de la gestion du pouvoir du RADP aujourd'hui.
Chaque fois qu'on avance vers les élections, les foules grandissent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dont on dit belle, est dans le désespoir aujourd'hui. Et donc, c'est l'opposition, c'est le président Laurent Gbagbo qui suscite l'espoir. Est-ce qu'il faut se baser... Et quand il suscite l'espoir, à un moment donné, tu es un homme responsable, et un homme responsable, tu dis à ceux qui tiennent le pouvoir, parce que souvent le pouvoir, ça peut rendre aveugle. Pour dire, faites attention, voilà le peuple qui est là, qui demande que leur leader soit inscrit sur la liste électorale pour qu'on parte à des élections paisibles. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut parler doucement. Merci. Alors, Marcel Niawa, vous avez demandé la parole. Allez-y. Oui, j'ai demandé la parole pour dire quoi? Pour dire qu'à M. Bayala qu'il ne faudrait pas qu'il prenne le mot bagarre au premier degré. La preuve, après le discours qui contenait le mot bagarre à Port-Boué, le président Laurent Gbagbo a publié une note pour clarifier ses propos. Et il a dit ce qu'il comptait faire, avec qui il va le faire. Donc, il n'a jamais été question de faire de la violence. Il a toujours compté sur des actions démocratiques. Mais je veux dire aussi quoi? Que Laurent Gbagbo, dans son discours à Yopougon, il a développé beaucoup de choses. Comme quoi? 2 thèmes à travers une anaphore. Il dit « Je suis candidat et je suis candidat contre le 4e mandat ». Le « Je suis candidat », à travers ça, il a d'abord apporté sa détermination à aller à la présidence en octobre prochain et apporter les solutions aux problèmes des Ivoiriens. Il a parlé de la santé, il a parlé de l'éducation, parce qu'il faut réveiller, il faut renouveler. Aujourd'hui, il faut remettre en place les valeurs. Aujourd'hui, les valeurs en Côte d'Ivoire, elles ne sont plus là où elles étaient. L'école n'est plus celle qu'on connaissait avant. Donc, Laurent Gbagbo a donné des grandes lignes de son programme. Et maintenant, je suis candidat contre le 4e mandat. C'est une façon de dire qu'il faut mettre les choses à l'endroit. Quand mon frère Bayala dit, on a laissé Alassane Ouattara à faire 3e mandat, c'est comme s'il disait à quelqu'un, il a volé lundi, il a volé mardi, et il vole mercredi. Pourquoi on l'arrête mercredi? Parce que lundi, mardi, il avait volé. Mais c'est aujourd'hui qu'on l'a attrapé. Le vol est interdit. Mais là, cette même question divise les constitutionnalistes. Non, ça ne doit pas diviser. Quand vous parlez du 4e mandat, d'aucuns parlent d'un 2e mandat. On sait tous que 2 plus 2 font 4. Mais pour d'autres, la Nouvelle République remettait les compteurs à zéro. Je suis d'accord. Même l'apartheid a eu ses intellectuels. L'apartheid en Afrique du Sud, qui était dénoncé là. Ça a eu ses intellectuels. Donc aujourd'hui, là, le RHDP peut avoir ses intellectuels sur le 4e mandat. Ce n'est pas ça qui est un problème. Bien. Mais toujours est-il que l'apartheid a été combattu et l'apartheid n'existe pas aujourd'hui. C'est pourquoi Laurent Gbagbo dit je vais lutter contre ce 4e mandat. Il ne fera pas ce 4e mandat. Donc, c'est pas quand il dit qu'il ne fera pas ce 4e mandat, nous, Ivoiriens, on se pose la question, mais par quel moyen Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo utilisera... Pas de moyens démocratiques, on connaît Laurent Gbagbo. En saisissant par exemple le Conseil constitutionnel? Non, Laurent Gbagbo, tout le monde le connaît aujourd'hui. C'est comme hier, il était à la CPI. Il dit on ira jusqu'au bout. Certains ont vu ça comme une patalonnade. Mais Laurent Gbagbo n'a pas pris les fusils. Et il a dit, Madame la juge, c'est parce que j'ai respecté la loi que je suis là, alors on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, il dit, la loi interdit Ouattara de faire un 4e mandat. Et il ne le fera pas. Chaque fois qu'il parle, il y a le mot loi qui est dedans. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller agir en dehors de la Constitution. C'est un homme de droit, c'est un homme de loi, c'est un historien. Il sait comment, il n'a jamais utilisé la violence. Donc, il s'appuie toujours sur la loi pour avancer. Merci. Éric Bayala, ensuite Éric Bayala, je pense qu'il faut qu'il se tranquillise. Merci, Marcel Niawa. Éric Bayala, ensuite on reviendra à vous. Merci, Marcel Niawa. Éric Bayala, vous avez demandé la parole depuis. Oui, je prends la parole parce que nos amis semblent être dans des nuages. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis de lui adresser un sourire pour qu'il sache que nous sommes en présentiel et qu'on parle de la réalité de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous dites, vous parlez des foules qui grossissent. Oui, j'ai même été tenté, moi aussi, d'aller à ce meeting pour voir le président Laurent Gbagbo qui est venu de La Haye, pour voir son aspect physique. Il faut faire la différence entre la majorité affective et la majorité élective. Vous dites que vous êtes majoritaire et que c'est les minorités qui sont aux affaires. Mais pourtant, nous sommes allés à des élections qui est la jauge en politique. C'est la question que vous avez posée. C'est ça que vous avez Non, justement, je suis en train de vous prouver qu'effectivement, c'est la majorité qui est aux affaires. Parce que sur toutes les questions électorales, le RHDP vous a battu à plate couture. À la limite, vous a ridiculisé. Il faut mettre le nom de Gbagbo sur la liste et puis on va voir. Que c'est la minorité qui gouverne. Ça, c'est d'abord un premier point. Quand vous parlez d'espoir, j'aurais été, ça dit fort à mon aise,
de savoir qu'on me présente un nouveau produit autre que le visage de le président Laurent Gbagbo, pour la simple raison qu'il a dirigé cette Côte d'Ivoire. Et c'est biblique. On ne peut pas prendre de l'ancien pour faire du neuf. On ne peut pas coudre un nouvel habit avec un vieux tissu. Le président Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. On connaît son bilan. Il se réfugie derrière des propos du genre on m'a fait la guerre, quand bien même il sait qu'il était le premier responsable d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a fait 2 mandats, de 2000 à 2010. Il en a fait 2 mandats. Et donc, si on parle du principe qu'on doit faire 2 mandats, ça m'étonne que le président Laurent Gbagbo ait dans son verbatim la notion Eric de faire un troisième mandat. Eric Bayala, oui. Pour le PPACI, le mandat du président Alassane Ouattara, ce mandat en cours et celui qui pourrait arriver n'est pas constitutionnel. Non, j'allais chuter par cela. Allez-y rapidement, il vous reste 45 secondes pour terminer. Les autres, parce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques qui sont des organisations privées sont en compétition pour l'exercice du pouvoir d'État. Chaque parti, ceux qui l'ont veulent le conserver, ceux qui ne l'ont pas courent à sa conquête. Mais au-delà de tout cela, il y a un arbitre que nous, en tant que citoyens, nous nous sommes donnés de par la Constitution, qui est le Conseil constitutionnel, qui est le juge des arbitres. Mais quand le Conseil constitutionnel vous dit que de toutes les candidatures, il y a 5 ans, tous ceux qui ont fait acte de candidature, voici ceux qui sont recevables. Et parmi celles-ci, on en a trouvé celle du président Alassane Ouattara. Mais pourquoi voulez-vous que diantre, moi, citoyen, assujetti à la norme supérieure de droit, qui est la Constitution, je puisse avoir une interprétation autre que celle que les juges constitutionnels ont donnée? Le fait, c'est de m'éloigner des valeurs cardinales de la République en tant que citoyen. Le Conseil constitutionnel n'est qu'un. Voilà, c'est très simple. Merci. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas venir dire Eric pour Bayala. remettre en cause ce que on vous a très bien compris. On vous a très bien compris. Alors on passera à un autre aspect du discours du président Laurent Gbagbo. Je cite le président qui dit « Ils veulent marcher, nous allons marcher aussi, c'est tout. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent marcher, on marche. Abidjan est grand. Au Abidjan, nous, on peut marcher Yopougon. S'il marche au plateau, nous, on peut marcher à Makori. Il n'y a pas de problème. Comment vous réagissez face à ces propos du président Laurent Gbagbo, qui dit aussi que finalement, la Côte d'Ivoire sera un pays de marcheurs? On peut le faire un marché, la liberté d'association. Mais est-ce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin finalement? Ce sont les grandes marches qui ont créé les plus grandes mutations sociologiques au monde. Et donc, pour dire... La liberté d'association, la liberté de manifester, ce sont des droits constitutionnels et qui sont protégés et garantis par la Constitution. Donc, autant de fois que le PPACI, le PDCI ou tout autre parti voudrait marcher, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de contrainte particulière. Mais finalement, est-ce qu'il s'agit ici de marcher parce que l'autre parti marche? Finalement, quelle est la portée des marches ou l'essence des marches que nous menons? Ce sont des marches de revendication. Ce sont des marches de revendication. Il peut s'agir de marches également de protestation contre manifestement la 4e tentative de forceps que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Monsieur Siddiq, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses parce que manifestement le débat juridique n'est pas épuisé. Et moi j'ai entendu M. Bayala relever un certain nombre de choses qui me semblent quand même assez dangereux pour un état de droit. Voyez-vous, la question de la candidature du président Ouattara en 2020 a été posée pour savoir si elle est légale ou pas. Moi, je ne vais même pas rentrer dans l'aspect juridique, mais on va aller dans la question du bon sens. Les rédacteurs de la Constitution de 2016 nous ont fait tous savoir, les constituants nous ont dit que le président Ouattara ne serait pas éligible à un mandat en 2020. Et en droit, il y a ce qu'on appelle la lettre et l'esprit de la loi. Donc l'esprit que les Ivoiriens ont voté, c'est en se disant qu'en votant oui à cette constitution-là, M. Ouattara ne pourrait pas se présenter en 2020. Et quand manifestement le président de la République revient et nous dit en fait que je peux être candidat parce que la loi me le permet, alors que les Ivoiriens ont voté en se disant que la loi ne permet pas au chef de l'État d'être candidat, en droit cela s'appelle du dol. Et le dol, qu'est-ce que ça produit? C'est l'anéantissement rétroactif de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la constitution sur laquelle nous marchons aujourd'hui, c'est une constitution qui est nulle et devrait être nulle d'effet. C'est la raison pour laquelle je pense que le président Cheikh Tidiane Thiam tout récemment a fait savoir que dès son accession au pouvoir, à partir d'octobre 2025, il réunirait les Ivoiriens et il leur ferait voter une nouvelle constitution qui serait la résultance de la volonté profonde des Ivoiriens, comme le dit du contrat social. Quand on se libère chacun des éléments qu'on a et qu'on accepte de voter une constitution, elle doit régir la vie de tous les Ivoiriens. On ne vote pas une constitution contre certains
au bénéfice de certains et le chef de l'État ne peut pas s'arroger le privilège exclusif d'être candidat et en rejetant la candidature de tous les opposants. Alors, parlant de cet aspect, hein, bien sûr, le président Laurent Gbagbo s'indigne de son absence, disons, sur la liste électorale, ainsi que d'autres candidats, dont Tidjane Thiam, Guillaume Soro et bien Charles Blé Goudé. Comment vous réagissez face à ces propos? Oui, bon, c'est des décisions politiques. Des réactions depuis, mais qui n'ont pas de solution. Toutes ces décisions d'exclusion sont des décisions politiques. C'est sur le politique, les actuels tenants du pouvoir, voyant que le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam et tout ce que vous avez cité sont gênants, sont totalement gênants. Parce que si tous ceux-là sont donc dans la balance, mais le président Alassane Ouattara ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi il ne veut pas que Gbagbo Laurent soit candidat. C'est pour ça qu'il ne veut pas que Tidjane Thiam soit candidat. Si tel est qu'il a raflé les régionales, les locales, tout. Mais avec combien de taux d'abstention? C'est ça qu'il faut noter aussi. Si tel est que vous avez tellement bien travaillé et que vous avez bien travaillé que c'est devenu une loi constitutionnelle et que selon vous, la Constitution dit que quand on a bien travaillé, on peut s'arroger autant de mandats qu'on veut, mais permettez à d'autres d'être candidats pour voir si le peuple qui est là va vous voter. C'est ça qui est le problème. Donc pour nous, là, c'est une décision arbitraire, une décision qui est injuste de voir le président Laurent Gbagbo ne pas être candidat parce que, comment dire, frappé par une décision de justice, mais ce n'est pas normal. Et chaque fois on le dit, chaque fois on le répète. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas cela. C'est simple. Il faut faire simple. Et il est encore temps. Il nous reste encore 2 mois pour qu'on s'asseye, qu'on discute et que les élections soient inclusives et transparentes. C'est bientôt l'ouverture, hein, la fin on est en politique. Du dépôt des candidatures. Vous savez, on est en politique. M. Alassane Ouattara n'était pas éligible ici en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on se retrouve à Pretoria pour que le président Laurent Gbagbo... Mais nous n'étions pas à 2 mois des élections. Je viens pour que le président Laurent Gbagbo prenne une décision pour que M. Alassane Ouattara soit candidat. Et aujourd'hui, il est le chef de l'État. Il peut encore réagir dans ce sens. Bien. Et que reste-t-il au président Laurent Gbagbo aujourd'hui pour pouvoir mener cette bataille pour se revoir en tant que candidat éligible à cette élection à venir? Vous savez, le président Laurent Gbagbo, c'est un pur démocrate. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un vote en guerre. Mais tout récemment, il a été débouté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que pour vous, le Conseil constitutionnel est aujourd'hui le dernier recours pour le président Laurent Gbagbo? Je ne parle même pas de Cour africaine qui aurait débouté ou n'aurait pas débouté. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de procès dans la norme et dans la forme contre le président Laurent Gbagbo. Donc, quand la forme même du procès n'est pas bon, on ne regarde même pas le fond. C'est-à-dire que c'est un faux procès, c'est un procès politique. Ça n'a jamais existé. C'est un procès politique. Et donc, il faut prendre des décisions politiques courageuses concernant les opposants pour ne pas... Regardez la marche du Front commun. Vous pensez qu'on peut faire une élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans ce monde qui a marché à Yopougon? Vous pensez qu'on peut faire une élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans les gens qui étaient réunis à Figayo pour le meeting, même si c'est des curieux d'après Bayala, pour venir voir l'état physique du pays? Il va bien, vous l'avez vu, l'état physique. Bien, non, on ne parlera pas ici de l'état physique. Donc, ce n'est pas l'état physique des gens qu'on parle ici. Bien. C'est pour ça que vous créez des faux débats autour des personnes. Vous l'avez vu, le président Laurent Gbagbo, il va très bien. Il a tenu un discours cohérent. Il a tenu un discours cohérent et il a dit qu'il s'oppose au 4e mandat. Parce qu'en tant que démocrate, comme je l'ai dit, tu peux avoir ta posture. Dans cette posture-là, tu peux être même vaincu, mais tu sors. Il a été bombardé le 11 avril. Bon, bien, les gens lui ont dit, je viens. Les gens lui ont dit, je viens. Des propositions lui ont été faites. Il était au pouvoir. Il était là. Il a été bombardé. Les gens, les chanceliers, tout ça lui ont dit, président, sort. Il dit non. Je suis endossé à ma constitution. Le président du conseil de mon pays dit que j'ai gagné les élections. Si je dois mourir pour ça, il n'a qu'à me tuer ici. C'est Gbagbo Laurent. Bien, merci. Donc, il dit qu'il est opposé au 4e mandat. Mais cette opposition au 4e mandat, vous avez bien compris. Cette opposition au 4e mandat, c'est une affirmation ferme de sa conviction. Bien. Et que nous allons traduire en acte dans les moments à venir. Non, je vous accorde 30 secondes. Allez, vous avez demandé la parole. Merci Daï Nestor. Daï Nestor, merci beaucoup. Allez-y, Emmanuel Oka. Alors, je voulais relever que c'est vraiment dommage qu'à 2 mois de l'élection présidentielle, alors qu'aujourd'hui le système éducatif ivoirien est en lambeaux, le dernier rapport de l'UNICEF le dit clairement, 2 élèves sur 3 qui ont le CEP aujourd'hui savent à peine lire et écrire. C'est-à-dire les calculs les plus élémentaires, nos jeunes frères ne savent pas le faire. Moi, j'ai le privilège d'enseigner dans des grandes écoles. Les étudiants ont un niveau qui est extrêmement bas, qui est indescriptible.
Et au lieu de faire des débats sur le système éducatif ivoirien, des débats sur l'école ivoirienne, la santé des Ivoiriens, voilà, on est entraîné en train de faire des débats sur l'éligibilité des candidats parce que le pouvoir en place trouve tous les moyens, des subterfuges pour essayer d'écarter tous les adversaires qui peuvent donner l'alternance et redonner un souffle nouveau à ce pays-là. Pour moi, c'est bien dommage qu'il y ait encore des intellectuels comme Léné Bayala qui estiment qu'un mandat qui a été effectué de 2000 à 2010 par le président de la République, alors qu'il n'a prêté serment qu'une seule fois, est un mandat en deux. Ça justifie également pourquoi il pense que le président Ouattara est à son deuxième mandat de la Troisième République. Et comme ça, en 2026, vous faites une révision constitutionnelle. Et on passe à quoi? Au premier mandat de la 4e République. Je pense que ce c'est Alors, Éric Bayala, est-ce que l'exclusion des principaux leaders de l'opposition politique de la liste électorale ne fausse pas aujourd'hui d'emblée le processus démocratique en Côte d'Ivoire? Non, mais écoutez, il faut que ça soit bien su et bien compris par les uns et les autres. Quand vous parlez d'exclusion... Je précise que vous avez 2 minutes maximum. Oui, non, quand vous parlez de qu'on appelle d'exclusion, vraiment, vous m'envoyez étonné. Mais ils sont exclus du processus. Ils sont pas, non, il n'y a pas d'exclusion, je vous dis. Et d'ailleurs, au monde, il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Sinon, il n'y aurait pas eu des conditions, il n'y aurait pas eu de code électoral. Dès l'instant où il y a un code électoral, c'est pour dire que pour accéder pour être candidat à la candidature, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Et ces conditions-là ont été édictées bien avant que les décisions de justice ne sortent à l'endroit des uns et des autres. Donc on peut parler d'exclusion. Oui, je suis vraiment désolé. Tout à l'heure, je vais rebondir quand vous avez parlé de on va marcher, le président Laurent Gbagbo dit ici, il marche à Bobo, on va marcher à Yopougon. Mais justement, dans mes propos introductifs, je vous ai dit, comme on dit, on a beau chasser comment on appelle ça, le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire qu'il est dans une posture de quelqu'un qui aime la zizanie, qui aime la bagarre. En même temps qu'il s'excuse pour dire ne tenez pas un tel discours, de l'autre côté, il dit à ses militants, préparez-vous, si les uns marchent à Bobo, nous allons marcher à Yopougon. Donc il vient annihiler la bonne intention qu'il avait professée par lui-même. Donc voilà, dire que c'est un homme à qui on ne peut pas accorder de crédit. Et toutes les personnes qui sont frottées à lui politiquement en ont rendu témoignage. Le président Robert Gueye a parlé de Laurent Gbagbo, le traitant de boulanger, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est d'abord un fait. Le second fait, quand vous parlez il y a eu combien de pourcents, mais Laurent Gbagbo lui-même, il a été élu en tant que président avec un taux de 39%, taux de participation. Mais ça n'a pas empêché de faire Laurent Gbagbo président de la République. Et lui-même, pour justifier, il a dit que ce taux était largement au-dessus des taux de personnes qui sont autour des pays de la sous-région. 39% en 2000. Mais comparativement au taux qu'a fait élire le président Alassane Ouattara à l'issue de ce que vous appelez le 3e mandat illégal, vous voyez qu'il n'y a pas photo en termes de mobilisation des Ivoiriens pour aller voter. Et que les Ivoiriens, non seulement, ils ont dit oui, ils ont dit oui à cette doucement. J'étais en train de dire qu'au-delà de tout cela, quand vous parlez qu'on appelle du 3e mandat qui serait illégal, mon ami a dit parce que quelqu'un a volé hier et qu'il a volé aujourd'hui. Mais je vous oppose les arguments de qu'on appelle votre allié, qui dit le président Laurent Gbagbo dit je ne quitte pas la résidence. Parce que non, dites-le non. Monsieur votre allié. Voilà. Donc comme je disais, il a dit que le président Laurent Gbagbo a dit je m'accroche à la Constitution parce que c'est la Constitution et le Conseil constitutionnel qui m'a déclaré vainqueur, donc je suis là. Mais comment voulez-vous que M. Laurent Gbagbo, en son temps, puisse respecter le choix, sinon le verdict du Conseil constitutionnel et refuser au président Alassane Ouattara de respecter également le Conseil constitutionnel quand on dit que ces deux mandats sont légaux. Mais la Constitution ne lui permet pas. Alors, donc, comment vous parlez? Mais la Constitution ne lui permet pas. Merci. Non, Éric Bayala, merci. C'est dans quelle Constitution nous? Merci. Mais vous la lisez. L'interprétation du Éric Bayala. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'article 5 dit quoi? L'interprétation de la Constitution se fait par le juge constitutionnel. Monsieur Dainestor. Une seule fois. Merci. Il est rééligible une seule fois. Alors, merci. Merci Éric Bayala. Éric Bayala, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Dainestor. Monsieur Dainestor, j'ai une question pour vous. Dainestor, Éric Bayala, s'il vous plaît, on ne vous entend pas parler en même temps. Monsieur Bayala, monsieur Bayala, s'il vous plaît. Merci Dainestor, merci bien, merci. S'il vous plaît, à 2015, monsieur Dainestor, monsieur Dainestor, s'il vous plaît.
mais je ne veux pas, vous n'écoutez pas. C'est pas réincarné, mais c'est la constitution nouvelle. Monsieur Daï Nestor, merci. C'est ce que je voulais dire. Alors, l'émission a démarré par vous, M. Marcel Niawa. On vous accorde 30 secondes rapidement pour réagir. Mais je voulais dire simplement que je suis quand même dégoûté de ma sagesse comme une abeille qui a amassé assez de miel quand j'entends les propos de certains avocats du RHDP. Ici, en 1995, M. Alassane Ouattara disait « Le code électoral ne favorise pas ma candidature. Ce code-là, il est unique et injuste. » Ça veut dire qu'il y a une loi qui exclut. En 1995, Alassane Ouattara disait qu'il était exclu des élections. Donc c'est normal aujourd'hui quand M. Bayala dit et aucune loi n'exclut les gens. En 1995, Alassane Ouattara disait qu'il était exclu. C'est pas ce que j'ai dit. Non, M. Bayala. Je ne l'ai pas dit. Non, je vous laisse 10 secondes pour terminer rapidement. Alassane Ouattara disait, et je cite, « Mon problème n'est pas un problème de droit, c'est un problème politique. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation qui est sur la table, elle est politique. Il faut que M. Alassane Ouattara se saisisse de cette question politiquement pour rendre tous ses adversaires éligibles pour que lui puisse prouver effectivement sa majorité dans le pays. Dernière question pour terminer cette partie. Daï Nestor, l'opération Kokoko vient de prendre fin. C'est quoi la suite? La suite, c'est que le président Laurent Gbagbo est donc candidat. Et on se demande ce que cette opération a pu apporter au président Laurent Gbagbo. Nous avons fini le parrainage. Pour terminer, allez-y. Toutes les régions du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ont donc parrainé le président Laurent Gbagbo. Son dossier administratif, il est prêt. Et donc, maintenant, le combat que nous menons, c'est le combat contre le 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo dit « Je suis candidat, mais je suis candidat contre le 4e mandat. » Ça veut dire que je suis candidat pour le respect de la Constitution. Nous sommes candidats. Le président Laurent Gbagbo est candidat. Et donc, son dossier est prêt. Maintenant, le combat que nous allons mener, c'est le combat contre le 4e mandat. Bien. Merci, Daï Nestor, d'être passé sur ce plateau. Non, c'est le moment de faire Guéla. Je rappelle que nous sommes malheureusement au thème de cette émission. Nous l'avons même épuisé de 5 minutes additionnelles, de 2 minutes additionnelles. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du PPACI, cette conférence de presse de l'IRES PDCI RDA. Eric Bayala, qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, mais écoute, il faut être clair, il y a un schisme évident au sein donc, du PDCI RDA, parce que comme mon ami et mon jeune frère Oka refuse de le reconnaître, la JPDCI urbaine n'est rien d'autre qu'une structure spécialisée du PDCI RDA. Et donc ça veut dire que cette structure spécialisée ne peut pas prendre des initiatives sans informer la direction du parti. Si même cette structure est animée de bonnes intentions, il faut bien qu'elle puisse déjà informer la direction du parti de sa volonté d'animer une conférence de presse autour des termes qu'elle voudrait bien, qu'on appelle ça, commenter. Mais quand cela n'est pas fait et que la direction du parti apprend l'initiative de sa jeunesse dans les médias, mais naturellement, la direction du parti vient prendre ses responsabilités en faisant annuler purement et simplement cette conférence de presse. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que avant même l'annulation, il y a eu un tête-à-tête entre M. Valentin Kossé et M. Akossi Benjo la veille. Et c'est à l'issue de ça que cette conférence de presse a été annulée. Et donc, s'il vous plaît, on ne va pas laisser M. Bayala aller dans tous les sens. Non, ce que vous dites, vous êtes vraiment dans le but. Je suis désolé, vous êtes totalement dans le but. Vous allez reprendre la parole. À côté de cela, tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'initiative pour la réconciliation et pour la sauvegarde du PDCI, mais au sein du PDCI, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que la roue ne tourne plus bien et qu'il y a beaucoup de difficultés au sein de l'appareil. Le parti a également demandé l'annulation de cette conférence de presse. Malheureusement, ils ont refusé. Parce que dans la note que nous avons reçue, c'est M. Anoman Kouao Magloa, qui sera le délégué d'Aboasso, et M. Emolo, qui sont les porteurs de cette initiative, ont eu des séances de travail avec le secrétariat exécutif du PDCI, notamment M. Dr Emou Sylvestre. À l'issue de cela, un mémorandum même a été remis on appelle ça, au secrétariat exécutif pour indiquer les griefs que cette initiative avait vis-à-vis de la direction du parti. Si je ne m'abuse, ça doit faire entre 21 et 29 pages le mémorandum. Le secrétariat exécutif a estimé qu'il fallait donner le temps au secrétariat exécutif d'adresser les différentes questions en vue d'apporter les réponses. Et les réponses étaient prévues pour aujourd'hui même. Et donc, la direction exécutive du PDCI s'étonne que malgré, j'allais dire, la bonne posture qu'elle a eue vis-à-vis des camarades, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que la conférence est tenue. C'est pour dire simplement que le mal, il est profond. Et qu'au sein du PDCI, certains estiment que le parti n'est pas dirigé comme il faut et qu'il faut vraiment se lever pour donner de la voix, pour revenir aux fondamentaux. Bien. Alors, l'IRES PDC RDA, en tout cas,
observe une profonde inquiétude. Il parle également des dysfonctionnements au sein du parti de Tidjane Thiam. Michel Betta, c'est ce qu'on retient de cette conférence de presse qui s'est tenue ce jour. Vous voyez, quand j'entends parler de dysfonctionnements, je me demande d'où les autres tirent vraiment le narratif qu'ils veulent imputer au PDCI pour justifier leurs actions. Ce sont des militants du PDCI. Non, parce que quand vous suivez un peu la démarche du PDCI depuis l'arrivée de Tidjane Thiam, il y a eu des élections. Il y a eu des moments où les militants se sont décidés. Donc, ces moments-là, c'est les moments où on vient exprimer, c'est déshydratat, c'est le moment où on vient exprimer ce qu'on ne veut pas, ce qu'on estime n'est pas correct, de sorte que les militants adhèrent et qu'on prenne le dessus sur ceux qui sont dans l'illégalité. C'est ça, c'est les occasions. Sinon, ces genres de choses existent partout dans tous les partis, que ce soit RDP, ça existe, ça existe. Donc, je veux dire que ceux qui estiment que des gens sont dans l'illégalité, il y a des moments d'expression. C'est les conventions, c'est les congrès. Et s'ils n'ont pas pu faire passer leur voix, il faut se soumettre à la majorité désormais. C'est ça aussi. Sinon, ça ressemble à l'indiscipline au sein du parti. Moi, c'est à cela que j'attribue totalement leurs actions. Ça ressemble à l'indiscipline, d'autant plus que le secrétaire exécutif du parti dit les avoir reçus. Par le passé, d'autres estimaient qu'ils n'ont jamais été reçus. C'est pourquoi ils ont porté des plaintes, ils ont porté des guerres. Aujourd'hui, ceux-ci ont été reçus. Quand ils ont été reçus, on voit à l'issue du dialogue qui nous a été rapporté que le temps était bon et emmenait surtout à des concessions et à des éclairages. Mais ils n'ont même pas tenu compte de ça. Ils sont allés exposer leur grève. Ils ont poursuivi un autre dessein que celui de la dynamique du parti. Ils poursuivent d'autres desseins que celui de faire gagner le PDCI en octobre 2025, comme ce que veulent les militants du parti. Ils sont en rang de ramer à compte courant des militants, de la majorité des militants du parti. Je me demande bien quels sont leurs objectifs réels, parce qu'à voir leur attitude, on comprend que si aujourd'hui le PDCI, dans sa dynamique de voir son président être inscrit sur la liste électorale et pouvoir participer au scrutin du 25 octobre, ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est dommage parce qu'ils rament à compte courant de la dynamique du parti et de ses militants. Bien. Marcelin Niawa, la situation actuelle au PDCI RDA, selon votre lecture, est-elle le signe d'une crise profonde ou simplement d'une tension passagère entre certains membres du parti? Mais moi, je pense même que c'est la démocratie au sein du PDCI RDA. Parce que nous sommes à un moment, à quelques semaines, je dirais. Mais qui met à mal le parti. Mais tous les partis, à un moment donné, sont mis à mal. C'est comme hier, le RHDP, après sa convention, après son congrès à Bimpe, lorsque M. Ouattara a dit qu'il va réfléchir, M. Bitogo s'est présenté comme un homme de mission. Ça a suscité beaucoup de choses. On a vu des réactions ici et là. Aujourd'hui, le PDCI RDA, nous sommes encore à quelques semaines, comme je le disais tout à l'heure, de la présidentielle. Ils sont peut-être inquiets. Leur candidat, leur champion, Thiam, n'est pas sur le territoire ivoirien. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe exactement. Donc c'est normal. Donc moi, je pense que c'est un débat qui va être clarifié et qui doit être clarifié par les instances du PDCI. Et comme tout à l'heure, M. Michel Betta le dit, le PDCI a des instances pour que les militants s'expriment. Hier, on a entendu, au cours du bureau politique du PDCI, à un moment donné, il y a certains qui avaient parlé de plan B. Après, ils se sont accordés qu'il n'y a pas de plan B au sein du PDCI RDA. Si, en marchant encore, en partant vers octobre, ils se rendent compte qu'il y a des difficultés, il y a des voix qui se lèvent, je pense que les mêmes instances vont les appeler pour pouvoir les apaiser, pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe, les enjeux actuels. Parce que nous sommes dans quoi aujourd'hui? Il y a ceux qui veulent lutter contre le 4e mandat, le respect de la Constitution, et il y a ceux qui veulent accompagner Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Donc, est-ce qu'au PDCI, il y a des gens qui veulent complètement accompagner Alassane Dramane Ouattara, ou bien il y a ceux qui veulent qu'on lutte pour le respect de la Constitution? Donc moi, je pense que c'est aux différentes instances du PDCI d'apaiser leurs militants. Et la réaction de leurs militants, c'est légitime. Quand on ne comprend pas grand chose, on a le droit de faire du bruit. Et c'est ce bruit-là qu'ils font. Emmanuel Oka, est-ce qu'on peut qualifier cette situation de crise ou est-ce simplement un épiphénomène? Ce n'est ni une crise ni un épiphénomène. C'est la vie politique qui demande cela, que de temps à autre, des gens soient porteurs d'idées, d'initiatives pour faire vivre les machines politiques et les appareils. Pour moi, il n'y a ni crise ni épiphénomène. C'est l'expression de la démocratie en interne. Certains estiment que pour une telle ou une telle raison,
on devrait peut-être réunir les instances pour aborder certains sujets, mais pour nous, cela n'empêche pas ou n'entache pas la marche du PDC-RDA vers la reconquête du pouvoir d'État. Bien, et l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que les militants du PDC-RDA, pas l'ensemble des militants, mais la majorité, voilà, bien sûr, sont-ils encore aussi unis derrière le président du parti et la direction tenue par Tidjane Thiam, Éric Bayala? Oui, mais depuis même que le PDC a tenu son congrès, vous conviendrez avec moi que c'est vrai. Ils diront que la majorité de ceux qui sont allés à ce congrès se sont exprimés et que le président Thiam a été élu président du PDCI. C'est un fait. Mais à côté de cela, vous conviendrez avec moi également qu'il y a bien de militants, avec l'épisode de Valérie Yapo et autres, qui ont estimé que les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Parce que de grandes figures du PDCI qu'on connaît, tels que M. le ministre, comment on appelle ça, Bion, tels que M. le ministre Thierry Tano et bien d'autres, qui étaient des potentiels candidats, n'ont pas été candidats à la candidature pour le Congrès. Mais ils ont des militants qui sont restés sur leur faim. Malheureusement, on a vu que depuis un certain moment, M. Bion, qui est un haut cadre du PDCI, fait chemin seul. Il se promène à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, quand bien même qu'il y a eu des mots d'ordre au niveau de la direction du parti de ne pas le recevoir pour le compte du parti. Mais quand on voit ces tournées, on voit que des militants du PDCI arrivent à prendre part aux différents meetings. Donc c'est clair que M. Tidjane Thiam ne fait pas l'unanimité au sein du PDCI-RDA. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient explorer d'autres voies. Et aujourd'hui, avec cette initiative qui vient de se créer à quelques mois des élections, ce n'est rien d'autre que la preuve patente de ce que l'unité recherchée au sein du PDCI aujourd'hui n'est pas cette unité retrouvée. Bien. Alors, Michel Betta, au nombre des points évoqués par l'IRES PDC-RDA, on voit des pratiques internes qui étouffent la démocratie. Et je cite, les processus de décision sont de plus en plus centralisés au niveau d'un cercle restreint, excluant certains militants. Les débats contradictoires internes sont devenus de plus en plus rares ou étouffés. La voix de ceux qui ne s'alignent pas est ignorée, voire réprimée. Or, en démocratie, il faut garantir un espace de débat libre et constructif pour tous les militants. Comment vous réagissez? Oui, vous savez, ceux mêmes qui sont les plus prompts à critiquer souvent certaines actions sont les mieux à les pratiquer. Voilà un groupe de personnes qui s'élèvent. On n'a jamais vu leurs assemblées au cours desquelles ils ont pris des décisions eux-mêmes. Ceux qui se réclament aujourd'hui des cadres de différentes dénominations. On n'a jamais vu même on les a jamais vu organiser une rencontre où ils ont laissé les uns les autres s'exprimer. Bon, deux individus prennent la parole au nom d'un groupe quelconque et ils décident que le parti ne marche pas comme ils veulent. Vraiment, je pense que le PDCI a des instances. Le PDCI est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire avec toute une nomenclature d'instances qui ont montré leur vitalité, leur dynamisme, et au point que, après le décès du président Bédié, vous avez vu tous les autres partis, que ce soit ceux qui ont perdu le pouvoir, ils se sont divisés. La majorité, même au RADP, lorsque le président Ouattara a choisi un candidat, des mois, ils se sont levés pour dire non, nous ne voulons pas en son temps en 2020. Donc, ça vous dit que les partis connaissent ce genre de situation critique-là, mais le PDC est resté solide, soudé. Il n'y a pas eu concrètement de personnes qui s'est désolidarisées du parti. Donc, ça vous dit que vraiment ces voix qui se sont fait entendre. Moi, je me dis que vraiment, ils ont un autre calendrier que celui de vouloir faire la vitalité du parti. Parce que quand tu veux faire la vitalité d'un parti et que les instances t'ont reçu, tu fais des propositions et tu les déposes. En attendant que ces propositions soient analysées, au point de te donner une réponse, tu attends. Mais eux, ils ne sont même pas dans cette logique-là. On leur propose de leur donner une réponse vite même. Parce qu'ils sont venus, quand on lit les différents communautés, c'est dès que la semaine dernière qu'ils se sont rencontrés. Quand tu rencontres quelqu'un une semaine après, qui te dit une semaine après, qui va te donner des résultats, mais tu attends. Il n'y a pas de feu à la demeure quand on observe. Il n'y a pas de feu à la demeure. Donc, je crois que vraiment c'est dommage que des personnes aujourd'hui, qui le PDC a tout donné. Parce que je sais de ces personnes qui ont animé la conférence, j'ai vu, je parle de l'ex-député de Koumassi, l'ex-député de Koumassi, sans compter le secrétaire, un des secrétaires de Aboisseau. Bon, bref, pour dire que le PDC lui a tout donné. Aujourd'hui, s'ils pensent que c'est l'occasion de planter le couteau dans le dos du parti afin d'éviter que le PDC puisse mobiliser ses troupes pour arriver au pouvoir comme le souhaitent l'ensemble des militants, c'est leur droit, mais c'est dommage.
Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, il y a une seule bataille qui vaille au PDCI. C'est-à-dire, comme en 2000, le RADP s'est battu alors que son candidat était exclu pour le faire inscrire sur la liste électorale et en faire un candidat. Aujourd'hui, il appartient aux militants du PDCI d'en tirer les leçons et de se battre comme ils peuvent démocratiquement pour que le PDCI ait son candidat inscrit sur la liste électorale et revienne au pouvoir. Marcel Niawa, 30 secondes pour terminer. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut que le PDCI, les militants du PDCI comprennent une chose. Il faut choisir entre les contradictions principales et les contradictions secondaires. Quelle est la contradiction principale aujourd'hui au sein du PDCI? Est-ce lutter contre l'injustice qui frappe leur leader, Thiam, ou bien accompagner le pouvoir Ouattara dans une élection qui est déjà gagnée d'avance par M. Ouattara? Je pense que le mieux, c'est de lutter contre le 4e mandat. Bien, voilà. Merci. Éric Bayala, 30 secondes. Bon, écoutez, c'est un épisode qui vient, sur un chapitre qui vient de s'ouvrir à travers cette conférence. Les jours à venir vont nous situer, mais une chose est sûre, quand vous regardez les revendications issues de cette initiative, où on dit que la contradiction selon les débats sont étouffés, on a vu ici un bureau politique du PDCI où celui qui a eu l'outrecuidance de proposer un plan B a été pratiquement à lui. Une réunion du PDCI, voilà, appelez-la comme vous voulez, mais c'était une réunion du PDCI à laquelle quelqu'un a pris la parole et a fait référence à un plan B. Tout le monde a vu le sort qui lui a été réservé. Donc c'est fort de ça qu'il y a des initiatives comme ça qui estiment que quand on a un avis contraire à exprimer qui est étouffé, on finit par prendre la porte. 30 secondes, Emmanuel Okap. Alors, Sidi, deux choses. D'abord, une première précision. Il y a M. Bayala qui a fait savoir tout à l'heure qu'il y aurait eu une rencontre entre le président Valentin et le vice-président Kossi Benjo, et dont la conséquence aurait été l'annulation de la conférence de presse de la JPDC. Il n'en est rien. Ah ben, il faut qu'il s'excuse alors. Celui qui vous a donné l'information, celui qui vous a donné l'information, vous envoyez. Celui qui vous a donné l'information, vous envoyez droit dans le but. On a reconnu cette conférence de presse à l'effet d'expliquer aux militants et aux membres de la haute direction du parti. C'est laquelle tu donnes on ne parlera pas en même temps. Allez-y. Voilà. Et donc, on reprend cette conférence de presse-là, principalement pour expliquer à la haute direction du parti et à l'ensemble des membres de la JPDCI les éléments de l'initiative que nous prenons. C'est aussi simple dans les tout prochains jours. Bien, ensuite, le deuxième élément, c'est la question de la cohésion. C'est la question de la cohésion. Je pense qu'aujourd'hui, tous les militants du PDCI, en tout du moins, dans leur très grande majorité, sont en ordre de bataille pour la reconquête du pouvoir d'État avec comme candidat Cheikh Tidiane Thiam. Donc pour moi, il ne doit pas avoir d'amalgame sur cette question-là. Bien. Michel Betta, pour terminer. Oui, moi, ce que je pourrais dire, j'encourage surtout les militants du PDCI. Parce que l'histoire est un témoignage. Et comme disait notre père fondateur, celui-ci repose sur la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est la bataille pour la reconquête du pouvoir. Et cette bataille, moi je crois que les militants du PDCI tiennent le bon bout. Parce que ce n'est pas comme par le passé. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils sont un parti dynamique. On les a appelés à la marche, ils étaient présents. On les a appelés à tous les meetings, ils étaient présents. Il s'agit aujourd'hui de continuer cette bataille-là dans les rues, comme on peut, pour que le parti reprenne les rênes avec son président pour revenir au pouvoir. Bien, on termine cette émission avec cette note, ce communiqué du PDC-RDA qui stipule que dans un souci de discipline et afin d'assurer une organisation optimale des activités du parti, tant dans nos locaux d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays, il est désormais obligatoire d'obtenir une autorisation écrite préalable pour toute activité. Cette autorisation doit être signée conjointement par le responsable de site pressenti pour accueillir l'activité et par le responsable chargé de la coordination de la dite activité au sein de la direction du parti. Ce communiqué est signé, bien sûr, du directeur général du PDC-RDA. Voilà, M. Roger Mbia. Voilà, nous sommes maintenant dans le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Éric Bayala. Vous passez? Je passe. Bien. Marcel Niawa, vous passez également. Allez, Michel Betta. Oui, moi, mon carton rouge va s'adresser particulièrement au narratif qu'on entend au sein du pouvoir en place. On nous fait comprendre que l'armée est républicaine, que les institutions sont républicaines, mais quand on parle de sécurité, on dit sans le président Ouattara, la sécurité de la Côte d'Ivoire, sans lui, la sécurité n'est pas assurée. C'est à croire qu'on nous donne un narratif qui est différent de la réalité. C'est que cette armée-là, si elle est républicaine, quel que soit celui qui est là,
l'armée va servir le peuple, va servir la nation et non pas un individu. Et moi, je pense qu'il faut arrêter ce narratif-là qui jette le discrédit sur notre armée. Bien, Emmanuel Loka, carton rouge. Alors, vous passez aussi? Non, je ne passe pas. Mon carton rouge aux amis du RHDP qui refusent de tirer les conséquences de notre histoire récente. Comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. On se rappelle il y a peu que l'exclusion de candidats à l'élection présidentielle, c'est le président Ouattara même qui l'avait dit, est susceptible d'entraîner des troubles et des dommages de tout genre. Donc on aimerait qu'ils puissent entendre la raison de la sagesse et permettre que tous les candidats de l'opposition puissent être éligibles et que les Ivoiriens, au soir du 25 octobre, puissent choisir celui qui aura le privilège de conduire leur destinée pour les 5 prochaines années. Bien, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 23. La maire d'Abobo, Kandia Camara, a rejeté la marche prévue le 23 août par les jeunes proches du président Alassane Ouattara lors de l'intronisation du chef de la communauté à Djoukrou. Elle a appelé les jeunes à préserver la paix, la sécurité et le vivre ensemble dans la commune. Voilà, réaction là-dessus, Marcel Niawa. Bon, moi, je n'ai pas véritablement compris le sens de cette marche. Si c'était pour soutenir Alassane Dramane Ouattara, elle n'était pas la bienvenue, cette marche. Mais par sagesse, Mme Kandia Camara a préféré ne pas marcher. Donc, parce que récemment, elle sort d'un congrès où elle a désigné M. Alassane Ouattara comme candidat. Bon, si c'était pour porter la contradiction à l'opposition, je pense que le président Gbagbo lui a donné la réponse à Yopougon. Si le RHDP marche, le Front commun va marcher. Peut-être, je me dis que c'est ça qui a fait reculer Mme... Et la Côte d'Ivoire sera un pays de marcheurs. Non, oui, Michel Betta, réaction. Oui, vous savez, ce genre de spectacle-là, on l'a déjà vu en Côte d'Ivoire. Hein. Avant la chute du président Bédi en 99, disons, c'était le spectacle qu'on nous livrait ici. Chacun disait vouloir marcher. Et on a vu des militaires sortis de nulle part venir se livrer en spectacle et récupérer le pouvoir d'État. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a l'occasion de ne pas répéter les mêmes dérives. Et je pense que la sagesse a habité pour une fois la présidente du Sénat, Kandia Camara. Il faut qu'elle habite aussi le président de la République pour donner un autre visage à la Côte d'Ivoire par le dialogue. Bien. Emmanuel Loka, réaction là-dessus? Alors, pour moi, les marches, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait annuler une marche. C'est un droit constitutionnel, donc que celui qui a envie de marcher puisse marcher. Mais c'est une question elle n'a pas annulé, elle a plutôt rejeté. C'est une question de cuisine interne au RHDP, dont je n'ai pas commenté particulièrement. Bien. Mais pour moi, la marche est un droit constitutionnel. Si le RHDP veut marcher, qu'il marche. Si l'opposition veut marcher, qu'on nous donne la possibilité de marcher conformément à la Constitution. Éric Bayala, pour terminer. Bah, oui, je pense qu'en ce qui concerne cette marche dans... La team, je vais me préoccuper du cas du PDC-RDA. Il est important de sanctionner de manière forte les militants indisciplinés. Le PDCI est à la croisée des chemins, tout de même comme le PPACI. Nous avons les mêmes problèmes parce que nous avons un pouvoir en face qui a décidé de nous infiltrer et de déstabiliser le pas. Nous sommes à 2 mois de la présidentielle et ils font tout pour nous obliger à avoir d'autres candidats. Mais en l'état actuel des choses, nous, on ne peut pas avoir d'autres candidats. On ne veut pas avoir d'autres candidats. Et le parti au pouvoir le sait. Il utilise donc toutes les possibilités dans nos différents partis en monnayant franchement. Et dans ces partis-là, on laisse encore ces militants avoir des ailes. Il faut pouvoir, dans ces différents partis politiques, il faut pouvoir sanctionner de manière brutale tous ceux qui essayent d'amener une rébellion. Je ne comprends pas. Certains militants disent qu'il faut un plan B. Nous avons l'impression qu'ils veulent juste participer à l'élection présidentielle, mais pas avoir les mêmes chances comme le président Ouattara de gagner. Quand Ouattara part, il sait qu'il a 99% de chances de gagner. Et si vous partez, vous avez combien de pourcentage de chances de gagner? Non. C'est dans un jeu
vous savez qu'on a pipé les dés d'avance. Vous allez quand même aller jouer ce ludo ou vous allez demander de changer les dés. Car vous savez que celui avec qui vous jouez est favorisé par les dés. Il sait ce que lui il peut avoir comme avantage et il sait comment faire pour l'avoir. Contrairement à vous qui n'avez absolument aucune idée. Il faut donc se donner des positions qui vous permettent de pouvoir avoir la capacité de menacer celui-là qui a tout fait pour gagner le pouvoir, sans toutefois respecter les règles, et tout en fraudant avec les électeurs fictifs. C'est dans cette lutte qu'est le PPACI et le PDCI aujourd'hui. Et pendant qu'ils sont dans cette lutte, les militants infiltrés du parti au pouvoir essaient de déstabiliser, n'est-ce pas, la base pour empêcher, n'est-ce pas, les partis de mener le véritable combat. Ils veulent rendre tout simplement le combat difficile. Pendant que nous, on tape sur Ouattara et que ça prend, eux, ils tapent derrière pour déstabiliser. Regardez très bien. Pendant que l'opposition tape sur Ouattara et que tout le monde commence à dire que l'opposition est costaude et forte, eux, derrière, Ouattara les demande de taper. Donc, plus ils tapent derrière, ça nous déstabilise et ça nous empêche de nous concentrer sur Ouattara. C'est d'ailleurs pourquoi le PPAC n'a pas voulu perdre le temps avec Awadon Bello. On lui a souhaité bonne chance et puis nous, on est passé à autre chose. Parce que les combats qui arrivent sont plus importants que tous les combats derrière. La team, il faut dire ici merci au président Tidjane Thiam, quand il a donné un nouveau souffle. C'est d'ailleurs parce qu'il est beaucoup combattu aujourd'hui au PDC RDA que je suis convaincu qu'il est du bon côté. Parce que s'il n'était pas combattu, on devait tous comprendre qu'il y a un problème. Oui, il est combattu. Et je vais également dire à tous les cadres des partis politiques, on a exclu Tidjane Thiam qui n'avait pourtant aucun problème. On a exclu Babo qui a pourtant été jugé et acquitté. On a exclu Soro et on l'a envoyé en exil. Dites-nous la vérité. Comment vous pensez que vous ne serez pas exclu? Pourquoi vous faites tant confiance à ce régime? Pour vous, il n'est pas juste d'organiser une véritable élection où vous pourrez vraiment avoir la chance de gagner. Et vous voulez juste légitimer votre possibilité d'être candidat. La team, pour moi, c'est honteux et c'est vraiment honteux d'insister comme ça. Jean-Luc Billon est par exemple en train d'insister. Et c'est dans son insistance qu'il va se heurter, n'est-ce pas? Il va se heurter vraiment le pied sur un caillou et il sera dans le regret. Mais il aura perdu sa famille politique. La team, c'est ce que je voulais dire. Partagez massivement cette vidéo-là. Un débat qui était très riche car on a aussi parlé du PPAC et Daï Nestor a géré ça. Partagez et on se voit pour une autre vidéo.